Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Dans cet épisode, on part à la rencontre d'un rider énigmatique, le Rider 404. Derrière ce personnage, né de ce qu'il qualifie d'erreur système, on retrouve un pilote bien connu, Thomas Lapéry. Après s'être retrouvé sans sponsor après des années de compétition à haut niveau, il a réinventé son statut pour faire partager à toute une communauté sa nouvelle vision du sport. Dans ce podcast, il revient sur ce virage dans sa vie et sur l'origine du Rider 404. Pour 2021, il présente le 404 Crew, un regroupement éclectique de 4 passionnés de vélo qui auront tous à cœur de nous faire partager leurs plus belles images. Avec le 404 Crew, ils ont bien l'intention de bousculer un peu cette relation marque-athlète en se détachant de la performance pure. Pour eux, tout est misé sur le bon temps et sur le gros style. Tout au long de l'épisode, Thomas revient sur son parcours sportif et on comprend qu'il a mis beaucoup de lui dans ce projet. Aujourd'hui, il est bien entouré et il fait humblement la démonstration de comment transformer une belle galère en un projet innovant. Salut Thomas, bienvenue dans le Lunch Ride. Salut Polo, enchanté. On est dans les locaux de la World Company, de chez Rider 404 Company. Non, on va pas brûler les étapes et on va expliquer un petit peu qui t'es aux gens qui vont nous regarder ou nous écouter. Toi, on te connaît principalement aujourd'hui comme un enduriste parce que t'as fait de la compétition en enduro à haut niveau et tu continues d'en faire. T'as eu pas mal d'équipes, t'as un beau palmarès, beaucoup de courses partout dans le monde. T'as même eu le premier maillot de champion de France de l'histoire de l'enduro. C'est vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui, par contre, si on parle de toi, c'est plutôt dans le cadre du Rider 404. C'est un peu ton alter ego que tu t'es créé en 2020, début 2020, quand tu t'es retrouvé un peu le bec dans l'eau, sans team, et que t'es redevenu un peu privateer. Mais on va revenir là-dessus en détail après. Je pense qu'il peut être important, avant de parler du Rider 404 et de comment le Rider 404 grandit, parce que c'est un peu l'actualité et l'objet de ce podcast, ça peut être intéressant que tu nous parles rapidement de comment tu t'es retrouvé sur un vélo. Et si je ne m'abuse, le vélo pour toi, ça a commencé par des petits pneus, des petites roues et le BMX. C'est ça ? Alors oui, des petits trous, je pense que même les tout débuts, c'était à 4 roues, avec les petites roulettes, tout petits, même à 2-3 ans. Donc je pense que j'étais tellement féru de vélo que mes parents m'ont rapidement mis dans un club de BMX, surtout mon père là, qui était à fond derrière moi quand j'étais très jeune. Donc j'ai très vite été dans un BMX club à Sainte-Maxime puis à Draguignan pendant des années. Et puis de là, j'ai évolué sur des schémas classiques de compétition régionale, puis nationale. Ouais, t'as vite fait de la compétition, t'es vite devenu un racer et un mec qui est là pour la compète. Ouais, c'était, on va dire, naturel à l'époque parce que c'était le club le mercredi et samedi, et puis avec les copains, on s'amusait. Et puis après, le dimanche, c'était le rendez-vous, petite compétition. Voilà, on venait en famille, les grands-mères, pique-nique avec toute la famille. C'était à la fois... cool d'avoir du monde, mais c'était aussi le rendez-vous compétition parce que c'est dans les mœurs d'un club, quoi. Et t'es allé jusqu'à où en BMX ? En BMX, surtout vraiment niveau national, je suis jamais allé plus haut, mais c'était vraiment une belle époque parce que je pense que ça m'a forgé en tant que minot sur le côté technique un peu, t'apprends beaucoup de choses. Ouais, ça se voit, on regarde ton style aujourd'hui sur un VTT, on voit qu'il y a du BMX pas loin, quoi. Donc il y a vraiment ce côté-là qui te forge, et puis il y a aussi le côté... le BMX ça reste quand même un sport de rue, mais c'est très chaleureux parce que c'est quelque chose qui se partage. On est tout le temps à plusieurs, une bande de nos copains, on se balade ensemble pour aller sur les courses, on fait du covoiturage et puis on s'informe beaucoup sur le résultat des copains, on est ensemble sur la grille, c'est une course à 8, c'est vraiment différent de ce qui se fait en VTT. Et comment est-ce que tu bascules sur le VTT alors ? Alors du coup, c'est vrai que c'était pour moi souvent les mêmes courses régionales, toujours les mêmes circuits, toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes formats. Et puis j'ai vite grandi, je suis grand. Et puis c'est vrai que le 20 pouces, c'est devenu vite petit pour moi. Ouais. Donc de là, j'ai eu envie de faire d'autres choses, la nouveauté, découvrir. Là, je pense que c'est un peu la découverte qui m'a fait basculer sur le VTT. De là, j'ai fait les deux pendant longtemps. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé... Et en VTT, tu faisais du four cross ou tu faisais du cross country ? Alors tout de suite, cross country. C'est vrai que pendant des années, ça a été un peu complexe. Ouais. Dans le sens où je voulais faire la DH, c'était vraiment, je voulais du fun, je voulais m'amuser, des sauts, et puis à l'époque c'était soit le cross-country, soit la DH. T'es passé par les TRJV ? Exactement. Ouais, donc les TRJV, trophée régional des jeunes VTTistes, où jusqu'à un certain âge tu fais du cross, de la descente, de l'orientation et du trial, c'est ça ? C'est ça. Voilà, donc t'as fait tout ça pour devenir polyvalent, et c'est d'ailleurs ce qui fait la recette du succès de pas mal d'enduristes en France, quoi, quand même. Et donc cross-country ?
Donc plutôt axé cross-country, parce que c'était un peu conflictuel avec le père, qui voulait lui que je fasse plus du cross. Donc moi naturellement je me suis pas opposé, puis j'ai fait du cross-country, parce que le vélo j'aime ça, et j'ai tout aimé faire du cross-country, du trial, de la descente, dans ces formats TRJV. Ouais. Et c'est vrai que pour situer, donc j'ai commencé les TRJV, j'avais 15 ans, 2005, et donc en 2016 j'ai fait c'était le TNJV national, trophée national. Trophée national, voilà. Donc c'est toutes les délégations de toutes les régions qui se retrouvent pendant une semaine, c'est un truc de dingue pour tous les gamins qui sont ensemble. Ouais, c'est assez fou. C'est comment dire, un beau rendez-vous. Ça, t'as l'impression que c'est un championnat du monde alors que t'es tout minot et que t'as tous les minots de toutes les régions de France qui viennent se disputer un peu la bataille. C'est vraiment sympa. Ouais. Et donc tu l'as gagné ? Ouais. Ah. Et donc c'est à partir de là où t'as choisi un peu ta voie, tu t'es dit bon allez je vais persévérer dans le cross-country. Je me suis dit pas forcément ça, je me suis dit le VTT je suis pas forcément mauvais, ça me plaît, j'ai envie de continuer à être dans la nature, et puis voilà, des bonnes bandes de copains, donc j'ai envie de continuer comme ça. Et puis c'est vrai que naturellement, vu que t'as des bons résultats, il y a un club qui te suit, et puis tu restes dans ce schéma de course. Donc là, c'est vrai que j'ai fait du cross-country. Tu t'es entraîné sérieusement, t'as été à haut niveau, t'as été en Coupe du Monde ? J'ai été en Coupe du Monde pas mal, et en équipe de France de cross-country pendant 4 ans, en espoir. Ouais. À la suite Et ça te plaisait ? Ça me plaisait. Alors ce qui me plaisait, c'était vraiment la recherche de la performance, et puis constamment te creuser la tête, et puis apprendre sur soi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand tu fais de la compétition, c'est que tu es constamment en train de te remettre en question, et puis tu vas tout le temps grappiller la recherche et le développement, comment mieux s'entraîner, comment mieux manger, comment mieux dormir, comment mieux faire les choses pour finalement progresser, être plus rapide, être plus fort, aller plus vite, faire de meilleurs résultats. C'est un peu comme ça la finalité, mais ce qui est intéressant, c'est tout le processus d'apprentissage qui t'amène... Et pourquoi est-ce que tu bascules finalement vers l'enduro ? C'est quoi ? Tu satures en cross, tu touches à tes limites, t'avais envie de faire autre chose ? Alors c'est vrai que pendant des années, j'étais un peu comme ça, partagé entre cross-country et descente. Il y a encore autre chose, c'est que tu t'es retrouvé à faire du four cross ou du dual en même temps. Sur les mêmes compétitions, on te voyait en train de faire du four cross et du cross-country. Oui, c'est vrai. Donc, quand j'ai commencé le VTT, donc je faisais du cross-country, et puis j'ai fait d'autres trucs naturellement, puisque j'aime le vélo, j'aime tout, donc j'ai fait du four cross, du dual. Donc j'ai fait toutes ces épreuves en même temps. Et puis en cross-country, j'avais des bons résultats, donc j'ai poussé ce côté-là, mais j'ai aussi eu des titres en four-cross, par exemple. Ah oui ? Mais c'est vrai que j'étais ce gars-là qui aimait tout. J'aurais aimé courir en Coupe du Monde de DH, Coupe du Monde de cross-country, Coupe du Monde de four-cross, tout ça en même temps. Un TRJV géant. Voilà. Et je pense qu'en fait, naturellement, ça m'a emmené vers l'enduro, où après quelques années à avoir couru le championnat Coupe du Monde de cross-country, donc à l'époque j'étais avec la Pierre, après des années à faire le même schéma, j'étais un peu comme en BMX, où t'as l'impression de refaire le même parcours, de refaire la même chose, et puis t'es dans un cercle où tu passes plus dans de l'apprentissage et dans la découverte, et tu passes dans un cercle un peu réverbératif. Ouais, et donc tu te dis... tu te dis c'est la même chose chaque année, c'est la même chose tous les mois de janvier, je sais ce que j'ai à faire comme ça. Et voilà, j'avais envie de pousser la nouveauté. T'es arrivé, l'enduro existait déjà, c'était déjà bien en place, mais le sport continuait de grandir. Et toi, t'as profité d'une année de transition, c'est avec Scott, c'est ça, non ? C'est ça. C'est Scott qui t'a laissé partir tranquillement du cross-country pour aller vers l'enduro. C'était un peu différent, c'était plus pour mon côté, on va dire, scolaire et professionnel en VTT. Donc pendant des années, j'étais full focus VTT, et puis à un moment donné, j'avais envie de finir mes études. Et j'avais mis ça en stand-by, donc j'ai mis de côté le cross-country, parce que si tu veux être performant en Coupe du Monde cross-country, t'es obligé de faire les sacrifices qu'il faut. Et le double projet, à un moment donné, il est compliqué à suivre à 100%. Donc j'ai mis de côté le cross-country pour me concentrer sur les études, et c'est comme ça que j'ai un peu fait la bascule, passer en enduro. Donc j'ai continué à me faire plaisir sur un vélo, à rouler en enduro, c'était pour moi une façon de découvrir un nouveau sport, ou de faire le même sport mais d'une façon un peu différente. Et en faisant ça, j'ai pu un peu pousser mes études de management correctement, quoi. Sans me mettre de pression particulière. En tant qu'athlète, t'as dû beaucoup évoluer entre le moment où tu faisais du cross et le moment où tu faisais de l'enduro, ou t'as pas eu l'impression que ça s'est passé en douceur, ou t'as dû travailler sur beaucoup de choses? Alors c'est là que c'est hyper intéressant, parce que je pense que quand j'étais en cross-country, j'étais à peu près très têtu, très borné sur l'entraînement, la rigueur, la performance, et puis voilà, je me mettais des grosses barrières, et puis sûrement beaucoup de stress. Et donc quand j'ai basculé en enduro, j'ai un peu effacé tout ça, et c'était un peu la facilité, la déconnade, l'amusement,
et je pensais plus forcément à l'entraînement. Et finalement, sur toutes les courses que j'ai faites, des gros résultats. Quand j'ai commencé l'enduro, j'ai gagné des Coupes de France tout de suite. J'ai fait des top 10 en WS alors que je connaissais rien, c'était mes premières années. Donc assez, pas choqué, mais assez étonné de ça, ouais. Un peu lâcher prise. Tu changes complètement de perspective, quoi. À fond, ouais, c'était étonnant, j'en garde des bons souvenirs. Et donc tu passes par d'abord Scott dans la structure de Rémi Absalon, ensuite tu bascules pendant de longues années avec Sun, tu croises Kylian Bron, tu croises Isabeau Courdurier, vous avez passé de belles années. Ensuite, grosse période Orbea. Ouais. C'est ça, où donc l'Orbea Enduro Team qui se lance et tu fais partie de l'effectif. Et voilà, toi t'as toujours aimé, t'as quand même continué à vouloir gagner, t'entraîner et pousser. T'as toujours eu cette logique de compétiteur. Je pense que j'ai ça en moi. Alors pour resituer, c'est vrai qu'avec Rémi j'étais encore étudiant, avec Rémi Absalon chez Scott. Et puis là j'ai eu mon premier contrat pro avec Sun. Et donc je suis vraiment resté dans cette logique d'entraînement, de pousser la performance, de faire du testing à fond et puis de tenter de faire les meilleurs résultats possibles et voilà, de voir jusqu'où mon propre niveau pourrait m'amener. Et j'ai évolué comme ça pendant des années. Et puis, donc de là, c'est vrai que j'ai fait des bons résultats aussi qui m'ont ouvert les portes du Team Orbea. Et puis, j'ai toujours eu beaucoup d'attentes par rapport à mes équipes professionnelles sur le côté média, pour mettre en avant les partenaires qui suivent les équipes. Donc on a toujours, que ce soit avec Sun ou Orbea ou même avec Scott, on a toujours fait pas mal de projets, que ce soit un petit voyage à la clé pour aller faire un shooting photo ou un petit voyage... autre chose que la performance pure et l'entraînement, quoi. C'est toujours avoir accordé une attention sur la médiatisation et l'image générale du team ou des athlètes. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a gagné des courses, mais il y a aussi tout le reste qui font la vie d'un athlète. Exactement. Et donc petit à petit, ça a commencé à entrer dans mon cycle de vie, on va dire, en parallèle de ce que je faisais sur la compétition. Donc voilà, j'ai commencé à évoluer sur les deux schémas en même temps, quoi. Et donc on arrive un peu à la rupture dont on va parler longuement, c'est que tu as construit toute ta vie personnelle et d'athlète avec la compétition, l'entraînement, tous ces trucs médiatiques finalement que tu n'as pas complètement perdu, on va y revenir. Mais voilà, c'était un peu une espèce de routine pour la performance. Et fin 2019, gros coup d'arrêt, malentendu, galère, ça le fait plus avec Orbea. Et tu te retrouves trop tard, le bec dans l'eau, les portes des teams sont verrouillées et tu te retrouves sans guidon quoi, pour 2020. Donc une saison, on ne savait pas encore qu'elle allait être un petit peu chamboulée, mais tu te retrouves sans la capacité de vivre vraiment de ton sport, et comme tu l'as fait toute ta vie, quoi, finalement. Et là, c'est un peu la panique au début, c'est ça ? Ouais, complet. C'est vrai que... Alors c'est rigolo, je ne m'attendais pas du tout. Mais il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs étapes. Je me suis quand même retrouvé dans cette situation où je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien, sans contrat, sans travail, sans chômage, un peu tout nu. Donc je me suis tout de suite dit qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que je vais tout de suite retravailler ? Sauf que c'était pas mon choix, c'était pas ma décision. Travailler, tu veux dire un travail conventionnel. Voilà, pas que le fait de toquer à la porte d'une entreprise et puis je retrouve un travail conventionnel, comme on peut dire. Donc c'était ça mes premières questions, est-ce que je le fais tout de suite ? Mais j'avais pas décidé ça, donc pour moi c'était pas le moment, il fallait pas que je le fasse. Puis d'un autre côté, je me suis dit, je suis pas le premier à qui ça arrive, c'est déjà arrivé à d'autres gars dans le VTT, c'est arrivé à d'autres gars dans d'autres sports, ou à d'autres filles, à plein d'athlètes finalement, je suis pas tout seul. C'est en plus... Objectivement, t'avais le niveau, quoi. T'avais un niveau qui était bien nettement supérieur à beaucoup d'autres athlètes qui étaient dans des teams. Et après, voilà, c'est la faute à pas de chance. Ça arrive, peut-être des mauvais choix, mais un peu la faute à pas de chance. Mais t'avais vraiment le niveau pour rentrer dans le top 10 de Coupe du Monde. C'est un peu ton objectif, quoi. C'est ça, en fait, j'étais encore dans le top 10. Par exemple, ma dernière course que j'ai fait avec Orbea, finale, c'était 10e. Voilà. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour moi, mon quotidien, c'était penser à améliorer les choses dans une équipe, d'avoir de bonnes discussions et fonder des bons basiques avec le mécano, avec le manager, avec l'entourage, avec les personnes qui sont autour. Et puis c'est vrai que j'avais ça en tête de constamment organiser les saisons, organiser les stages, organiser les team camps, les machins, de façon à ce que une année se construise bien et qu'au final t'aies les résultats attendus. Et j'avais ça en tête, et puis je creusais un peu les choses sur l'organisation technique. Et puis finalement, en fait, la réflexion, elle a basculé.
le fait de se retrouver sans rien, j'ai Ouais. complètement arrêté de me dire bon bah là il faut que je performe, il faut que je m'entraîne, il faut que je pousse mes réglages et suspension machin. Je me suis dit déjà comment je fais pour vivre, comment je fais 2 pour continuer à vivre ma passion, comment 3 je fais pour trouver du matériel, il y a eu tellement de nouvelles problématiques. Ouais, mais de cette frustration, elle a été mise à profit, quoi. T'as eu du temps et t'as pu réfléchir et il y a quelque chose qui est né, quoi. Et ça s'appelle comment ce truc qui est né? Ouais, ce qui est né, c'est le Rider 404. Voilà. Donc c'est tout simple, en fait, c'est né d'une erreur système, entre guillemets. Ça fait référence à quand vous ouvrez une page sur un navigateur internet et que vous n'avez pas internet ou vous avez tapé le mauvais truc, vous tombez sur une erreur 404. Thomas, c'est devenu un Rider mystère, le Rider 404. Voilà, tu t'es un peu effacé derrière ce nouveau personnage, quoi. C'est ça. Je me suis un peu... J'ai profité de ça en fait pour faire passer un message et pour dire que un athlète professionnel, il peut se retrouver du jour au lendemain tout nu, ou alors un simple passionné, un jeune gamin qui veut devenir professionnel, il peut le devenir aussi. C'est un peu la bascule. Et c'est vrai que Rider 404 est né dans le sens où c'est né d'une erreur système, parce que c'est né du système, on va dire, classique du milieu de la compétition. La performance, sponsoring, voilà, du milieu de performance, tout ça. Ça peut arriver aussi en football, ça peut arriver en athlétisme. Donc l'erreur 404, c'est pas que du mountain bike, mais voilà, c'est comme ça que c'est né. Et en fait, le but premier de ce projet, c'est vrai que j'ai demandé un coup de pouce, j'ai demandé un coup de main aux personnes, à la communauté, aux personnes qui me suivent. Et ce qui est intéressant, c'était pas aider Thomas Lapéry, mais c'est faites grandir et faites naître le Rider 404 avec un projet un petit peu plus vaste que simplement t'aider à faire une saison, quoi. Donc tu lances une cagnotte. Ouais. Exactement. L'idée, c'était plus de faire passer le message aux personnes qui me suivent, qui pouvaient m'aider pour que je puisse réaliser une saison complète EWS à travers l'image d'un Rider 404, à travers l'image de quelqu'un qui a été pro ou qui peut le devenir. Et comme ça, les gens pouvaient prendre part à cette aventure, on va dire. Et puis d'un autre côté, moi, je proposais de l'entraide. Donc tous les gens qui ont participé, j'ai offert des lots, j'ai offert de mon temps, j'ai offert des journées de ride. Des petits reportages vidéo à la clé, et j'ai tout de suite pris le Rider 404, on va dire, comme du sponsoring, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui m'ont offert quelque chose, moi je leur ai offert quelque chose en retour. Il y a eu des sacrés des contributeurs de dingue, quoi. T'as des gens qui ont vraiment accroché à ça, qui ont vraiment voulu soutenir le Rider 404. Il y a des gens qui ont mis, faut le dire, beaucoup d'argent. Oui, et je m'attendais pas du tout. Ça devait être génial, quoi. Tu te dis, putain, je suis pas complètement tout seul, quoi. Non, ça a été fou, en fait. Il y a eu plus de 150 participants et puis les dons ont complètement dépassé mes attentes. Et donc, c'est vrai que j'ai été touché parce que du coup, j'ai eu énormément de messages, en plus des personnes qui ont donné. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, sur les mails, sur des petites lettres, des machins. C'est des gens, des inconnus, mais c'est aussi des gens de l'industrie. Exactement. Et même des personnes qui m'avaient sponsorisé dans le passé, qui m'ont dit Thomas, nous on apprécie toujours ce que tu fais, donc on a envie que tu continues. Et donc c'est vrai que je m'attendais pas à tout ça, et donc j'ai lu attentivement les messages de tout le monde, et j'ai vraiment eu envie de remercier tout le monde. Donc j'ai pris ce projet un peu plus au sérieux que ce que ça ne l'était au départ, un simple Rider 404 pour qu'on puisse m'aider. Voilà, finalement je me suis pris à fond dans le jeu. Ouais, t'as envoyé, moi je t'ai vu avec des centaines d'enveloppes pour envoyer des colis, des autocollants, des protèges. Je me suis mis des missions. T'as filmé des vidéos avec plein de gens, on a filmé une vidéo ensemble, c'était trop cool. Et t'as bien fait vivre le Rider 404 sur cette année 2020, où il y a eu finalement peu de courses qui t'arrangeaient un petit peu d'une certaine manière, même si tu t'es retrouvé à faire des courses quand même. Donc ça s'est passé comment, une petite saison en tant que privateer? Alors c'est vrai que deux choses, c'est vrai que ça a été une année hyper charnière parce que j'ai géré 1001 projets, entre envoyer des colis, entre créer une ligne de textile, entre remercier les gens du canal. Regarde ce joli t-shirt que je porte. Parce que c'est vrai que celui-là, tu sais d'où il vient. Je sais d'où vient ce t-shirt. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté gestion qui a été très lourd à gérer parce que j'ai eu ça sur les épaules d'un coup, mais j'ai eu envie de le faire, donc ça a été ma priorité. Et en tant que coureur athlète professionnel, ma priorité numéro 2, c'était aussi d'aller sur les courses, de faire ce que je sais faire. T'avais envie de prouver quelque chose quand même. J'avais envie de prouver des choses. Envie de prouver aux gens qui t'avaient pas soutenu que je suis toujours là. Et malgré tout, c'était difficile parce qu'il y avait moins de temps pour m'entraîner, j'avais plus de travail, donc pas beaucoup de temps pour récupérer. Donc c'est vrai que le Covid, ça m'a aidé parce qu'il y a eu moins de courses, ça a été décalé dans la saison, donc ça m'a laissé du temps pour gérer un peu ce projet et puis pour faire quelques courses derrière.
Mais c'est vrai que quand je suis arrivé sur les courses, donc du coup, il y a eu d'autres problématiques. Pas de mécano, pas d'équipe, pas de structure, pas de manager. Donc je me suis arrivé à... T'as vu la course d'une autre manière, quand même. J'ai vraiment vu la course... Tu l'avais peut-être oublié. Exactement, j'ai vraiment vécu la course de l'intérieur comme un privateur. D'ailleurs, j'ai fait des belles rencontres, des belles amitiés. Donc j'étais souvent avec des Belges, avec des amis... que j'avais croisé sur des courses et qui eux sont aussi privateurs. Que tu voyais galérer tout le temps, mais de loin finalement. C'est ça. Et donc du coup j'ai partagé des week-ends de course avec eux, donc j'étais en galère avec eux et on a galéré ensemble, donc au final c'était quand même rigolo et des bons souvenirs. Mais c'est un peu frustrant en tant qu'athlète de ne pas pouvoir s'exprimer à 100% sur une compétition et de ne pas pouvoir tout donner. Donc je suis vraiment content de l'avoir fait, de ne pas avoir lâché, d'avoir affronté ces courses malgré le fait que finalement j'étais 20e sur les AWS alors que j'espérais bien mieux. Mais donc il y a la petite frustration de pas faire le résultat attendu, mais je pense une grosse satisfaction parce que c'est énormément de boulot d'être privateur, c'est énormément de boulot de vouloir vivre sa passion, de vouloir aller sur les courses avec ses propres moyens, avec ses petites menottes pour faire la mécanique quand t'as fini tes recos, que t'as froid, que t'as besoin de faire tes recos, ton repas, que t'as besoin de faire ton petit massage. Oui, et la que performance elle tient aussi à ça, c'est pas juste aller vite faire un vélo, quoi. Voilà, donc je pense... Sans parler de résultats, je suis super content de cette année 2001 parce que j'ai fait énormément de choses et je me suis prouvé que je pouvais avoir quand même les reins solides malgré le fait qu'il m'arrive des coups durs. Je me sers de ça. Je trouve que les coups durs finalement c'est bien parce que c'est ce que j'ai appris dans ma vie d'athlète professionnel. T'as un coup dur, tu rates une course, tu casses du matos, tu fais des mauvais réglages. Bon, ok, d'accord, on a un fait sur le papier et maintenant on avance. On sait de quoi on part. On sait où est le problème, et puis à partir de là, on grappille les échelons, et puis on fait en sorte que les choses avancent. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait l'an dernier. Et il y a un point que tu n'as pas négligé non plus l'année dernière, et à travers le projet Rider 404, c'est que tu nous l'as dit avant, tu n'avais jamais oublié le côté média, production d'images, photos, vidéos, parce que quand on n'est pas sur le podium, la performance parle finalement assez peu au grand public, quoi. Et pour exister, il faut travailler ce côté médiatique, et puis c'est un truc qui te plaît, même avant quand tu étais dans des structures un peu plus pépères, tu te donnais pour faire ça, et donc là tu as continué à le faire. C'est vrai, alors je pense que ça a commencé par exemple chez Sun, les premiers projets un peu médias, c'était avec Kylian, donc Kylian c'est vraiment la star du web, un peu, c'est son rôle, et c'est vrai que lui il a la bonne vision de comment faire une vidéo correctement, voilà. Donc j'ai fait pas mal de projets avec Kylian, ensuite pas mal de projets avec Isa, et puis jusqu'au moment où t'es amené à aller à l'autre bout du monde, par exemple avec Isa on est allé à Moab pour tourner un edit, une semaine de tournage, enfin... Finalement, petit à petit, dans ta carrière de professionnel en tant que compétiteur, t'es amené à faire des projets super cool, que tu pensais pas, c'est pas de la compétition, c'est du bon temps, du bon moment, c'est beaucoup d'énergie, c'est levé à 4h du matin pendant 4 jours d'affilée pour aller catcher les belles lumières du soleil, plein de choses comme ça. En fait, c'est une belle aventure, faire un beau projet média, et j'aime le faire bien. Et parce que j'ai appris à le faire bien. Ah, mais c'est aussi beaucoup d'énergie, et il faut avoir une vision, et c'est de l'argent, et c'est exactement du temps, ça. Quoi. Et donc petit à petit, tout ça, c'est quelque chose qui s'est construit un peu dans ma carrière. Et c'est vrai que l'an dernier, donc on n'en a pas encore parlé, mais voilà, j'ai fait tous ces petits projets. Et du coup, quand j'offrais des journées de ride, naturellement, j'avais envie d'amener un petit caméraman pour faire un petit reportage vidéo. Donc je me suis un peu impliqué là-dedans. Donc là, il y a eu une petite série de vidéos qui s'appelait le 404 Project. C'était vraiment par rapport aux personnes qui ont eu la journée offerte, qui ont eu un petit reportage vidéo. Donc ça, c'était vraiment super cool finalement de passer de l'autre côté. Pour moi, j'étais de l'autre côté de la caméra, plus chapeauter le projet et puis gérer un peu l'organisation générale, gérer les journées, gérer un peu les prises de vue avec le cameraman, un peu les scripts, tout ça. J'ai été accueilli à bras ouverts dans un certain endroit, je pense, au Mont Poupée. Ouais, le Mont Poupée, c'était assez fou parce que je suis arrivé, il y avait des navettes prêtes, ils avaient des barbecues tout prévus pour le midi. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Ouais, bah, t'as été soutenu au-delà de la cagnotte, quoi. Ouais, complet. Par exemple, on allait dans le Jura chez François. Avant même de passer à la journée de ride, j'ai passé 1 ou 2 journées chez lui, puis on allait chaper les pistes sur place. Donc il était avec une bonne équipe, avec du beau matos de chape, tu vois, je commençais vraiment à apprécier ça aussi, passer du temps dans la nature. Donc au-delà de la vidéo, c'est, je pense, une belle aventure de partager du temps comme ça avec des gens. Donc, ça, j'ai apprécié. Et puis un gros projet que j'ai eu à cœur de faire, j'ai fait une vidéo qui me présente, qui s'appelle Portrait, avec Mathieu Ruffray, Pango Visual. Donc c'est vrai que cette vidéo, j'ai mis un peu mon cœur, c'est-à-dire que j'ai préparé le script, j'ai préparé la semaine de tournage, j'ai préparé énormément de choses. C'est des spots que j'ai choisis parce que j'habitais en Alsace pendant 2 ans. Puis c'est un coin que j'adorais, donc j'ai vraiment choisi les plus jolis endroits
pour tourner. J'ai attendu que ce soit le bon moment dans la saison pour avoir les belles lumières et tout. Et j'ai fait ce projet pour me présenter. On trouve des vidéos de toi gamin. C'est ça. Et puis c'est un peu comme si, quand t'es compétiteur, voilà, ta chance de te faire remarquer, c'est le planning de course. Ça peut être Coupe du Monde cross-country, ça peut être WS. Tu sais que t'as 10 courses, donc tu te prépares pendant 250 jours pour 10 événements à l'année sur lesquels tu peux marcher, tu peux performer. Donc c'est pas beaucoup et ça fait une grosse heure de travail pour peu de moments où tu vas être un peu mis sur la toile si tu marches ou pas, si t'as un résultat ou pas. Et finalement, la vidéo, c'est un peu ça, c'est... t'as un beau projet à faire, c'est pas un one-shot, tu peux en faire 2-3 dans l'année, mais t'as pas non plus 100 000 chances de pouvoir te faire remarquer. Donc j'ai vraiment voulu faire ce projet correctement, et puis c'est un beau projet, je pense, qui a bien marché, qui a été bien repartagé, et puis beaucoup de gens ont apprécié. C'est juste du beau rail, du beau vélo, j'ai juste montré ce que je sais faire, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on a pris des semaines et des mois pour le projet dans sa globalité. Et donc ça c'est en une année finalement, une année où il devait rien se passer, il s'est quand même passé pas mal de choses pour toi et pour le Rider 404, et tu vois que mine de rien t'as peut-être plus marqué les esprits avec ces différentes actions que si t'avais été athlète sur une compétition, performer ou ne pas performer, peu importe, hein. Et mais bon voilà, ça fait son chemin, et puis la saison des transferts, les contrats qui se défont, qui se refont, t'as des opportunités. Est-ce que tu t'es dit je repars et je vais chercher un team et c'est reparti, on remet une pièce dans la machine, je vais gagner, ou non, parce que je crois que t'as une annonce à nous faire, le Rider 404 ça continue. Ouais. Alors c'est rigolo je te laisse nous le dire, hein. Alors c'est rigolo parce qu'en fait j'ai eu un peu voilà, les doubles portes. Je suis souvent comme ça, hein. J'ai un peu des options qui s'offrent à moi, et puis je prends le temps avec la réflexion, je prends le temps de choisir. Donc j'ai eu un peu l'option, ok, compétiteur, je repars bien en tête, un peu tout seul, à s'entraîner seul, à faire de la compétition, à viser le résultat. Ouais, t'avais des sponsors qui te permettaient de le faire. J'aurais pu faire comme ça, et puis donc j'ai vraiment pris le temps de réfléchir, et puis c'est pas forcément ce qui me... Comment dire ? C'est pas forcément là-dedans où je me vois évoluer de la meilleure façon possible, dans le sens où c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est quelque chose où je dirais pas que j'ai pas été champion du monde, j'ai pas fait le tour de la question, mais j'ai envie de dire que tout ce que j'ai fait l'an dernier, ça a été tellement gratifiant, ça a été tellement de reconnaissance vis-à-vis des gens qui voient le travail que je fais, et vis-à-vis de moi-même, en fait, les efforts que je mets dans ce projet. Je me suis dit non, je peux pas faire que de la compète, je peux pas faire que ça. Il faut que je fasse ça et d'autres choses. Ouais. Donc, finalement, je suis parti sur l'option numéro 2, je vais faire d'autres choses que la compétition. Alors, c'est quoi les autres choses ? C'est le Rider 404 qui grandit. C'est le Rider 404 qui grandit. Voilà, et qui devient le 404 Crew. En fait, c'est très simple. Pourquoi le Rider 404 grandit et pourquoi le 404 Crew ? Alors, le 404 Crew, c'est-à-dire que j'ai eu des équipes pendant des années, plein d'équipes très officielles, et je trouvais ça dommage d'être un peu tout seul avec des sponsors qui me suivent, et un peu dommage de faire mon propre chemin seul, alors que j'ai eu l'habitude d'être beaucoup entouré, d'être un peu dans une meute, on va dire, et je trouve ce côté partage qui est hyper enrichissant, donc j'ai voulu venir avec mon équipe. Et puis après, voilà, partant de là, la sauce, elle a prise. Et puis l'alchimie, elle s'est faite un peu sur la construction d'une équipe. Donc tu peux annoncer 3 autres noms qui vont venir avec toi. Voilà. Et comment tu les as recrutés ? Tu peux donner leur nom. Alors je peux donner leur nom, donc du coup c'était super excitant en fait, la première fois que je fais ça. Donc, c'est vrai qu'on enregistre 2 jours avant que Thomas l'annonce, donc quand ça sortira, tout le monde sera au courant, mais voilà. Je suis super... je trouve ça trop bien de raconter ça, parce que... c'est un peu mon petit bébé, cette équipe, parce que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Que tu construis vraiment quelque chose. Ouais, voilà. Donc, naturellement, j'ai voulu prendre des gars que je connais, des gars qui sont bons dans ce qu'ils font, des gars qui ont un talent, des gars qui ont un avenir, et des gars que j'ai compétiteurs des gars que j'ai envie de mettre sur la toile. Alors, pas forcément des compétiteurs. Ils l'ont été, ils peuvent l'être, ils peuvent le devenir. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont pas compétiteurs dans l'âme, on va dire. Et pourquoi j'ai pas pris des compétiteurs ? Qui va nous dire qui c'est ? Parce que je vois pas forcément le gars qui tourne autour du pot pendant 150 heures. Bon, alors, j'ai pris Lucas Brider. Lucas Brider, un Alsacien pure souche, qui est plutôt trialiste et qui est hyper bon avec son coup de guidon, tu vois, il passe d'un VTT enduro à une moto trial.
il est un peu assez créatif sur son vélo, sur sa façon de rouler. Il roule pas forcément un trail comme tout le monde le fait, à suivre les chemins. Il aime bien monter sur un caillou, faire des nose bumps, faire des manuals, ce genre de choses. Et voilà, Lucas, on a habité pas loin en Alsace, donc on se voyait beaucoup en Alsace, on roulait ensemble, c'était un peu un partenaire d'entraînement. Donc ça s'est fait naturellement. Donc Lucas, c'est un peu le tricaliste du crew, quoi. Ensuite, donc il y a Camille Blanchard qui va être avec nous. Donc Camille, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je le connaissais des époques équipe de France. Il était en DH et puis j'étais en cross-country. Puis on a partagé quelques stages ensemble à Vallon-Pont d'Arc ou sur pas mal de courses, on s'est côtoyés, on était bons copains. Quand on était junior à 18 ans. Donc une bonne dizaine d'années. Et puis Camille, on a passé l'été ensemble l'an dernier en mode van life, on ride les bike parks, on était à Châtel, à Morzine, juste du bon ride, et puis c'était rigolo, on s'est croisés par hasard, et puis on a passé tout l'été ensemble. Et puis là, je me suis dit, putain, mais il a un niveau, pardon pour le putain, mais c'est vrai, il a un niveau de fou, il a vraiment progressé, il est plus du tout en mode, ouais, je fais toutes les coupes du monde, j'ai tout envie de casser, il est juste en mode, ouais, il va tout casser, mais pour le plaisir. Ouais. Pour le plaisir de tout casser. C'est la violence gratuite. Merci Camille. Et donc du coup, c'est vrai qu'il a un bon profil parce que il met grave de style et puis c'est cool qu'on s'entend bien, on passe du bon temps ensemble, donc c'est vraiment naturel. Ça c'est bien fait. Il est souvent sur Annecy parce qu'il a un de ses meilleurs potes là, qui habite là. Donc voilà, j'avais Lucas en Alsace, j'avais Camille sur Annecy. Je me suis dit bon, on est deux sur Annecy, je peux pas laisser Lucas tout seul là-haut. Donc c'est vrai que j'ai quand même cherché un quatrième compère qui aurait pu partager du temps avec Lucas en Alsace. Pour moi, c'était un peu la suite logique que chacun roule ensemble pour que chacun puisse s'apporter mutuellement des choses. Mmh. Et donc c'est marrant parce que j'ai posé la question à Lucas et Camille. Donc Lucas connaissait Léo et Camille connaissait Léo. Alors c'est qui Léo ? Léo Yeglé, un petit jeune Alsacien qui finalement habite à Aix-les-Bains et qui habite aussi en Alsace. Donc il fait souvent les trajets, il va de l'un à l'autre. Donc Léo Yeglé, c'est un jeune freerider, on va dire. Il a déjà fait quelques edits qui claquaient à la Bresse, parce que c'est plus ou moins chez lui. Gros style avec des gros tricks. Il a été déjà sponsorisé quelques temps, mais il s'est un peu éloigné du milieu de compétition, tout ça, et il n'avait pas forcément de sponsor, et puis voilà, tout le monde le connaissait bien, tout le monde l'aimait bien, il avait un bon style, un bon profil, ça s'est fait naturellement, je l'ai appelé, il a accroché tout de suite. Trop bien. Voilà, donc le 404 crew, c'est un crew un peu hétéroclite, mais c'est surtout centré autour de la production d'images et les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait jusqu'à présent en compétition. Non. Toi, tu veux plus faire de compétition ? Alors, je dis pas que je veux plus faire de compétition, je vais continuer à faire des compétitions, parce que pour moi, c'est ancré. C'est naturel, et puis j'aime faire la compétition parce que tu auras des nouveaux trails, tu auras des nouveaux chemins, tu rencontres beaucoup de monde, y a pas mal de gens que je connaisse, et finalement ces personnes je les vois que sur les compétitions, donc ce serait dommage pour moi de couper avec le milieu et voilà, de disparaître. C'est pas ce que je cherche, par contre pour moi être une équipe, et puis ce que tu recherches, c'est vraiment un crew, quoi. Tu veux vraiment cette émulation de gens qui aiment faire du vélo ensemble, qui aiment faire de belles images, qui aiment bien rouler. Ouais, en fait c'est ça, j'aime que l'équipe soit à mon image, donc du coup je veux pas qu'on impose des choses qui vont à l'encontre d'un athlète, et donc pour moi l'équipe c'est vraiment une bande de copains qui délirent, tout simplement, et donc on va être une bande de copains et on va s'amuser, et ce que je veux faire passer comme image, c'est juste qu'on aime le vélo, on est tous passionnés, on fait la même chose, on a le même vélo, mais finalement Lucas il va le faire plus en mode trial, et puis Léo il va le faire plus en mode freeride, et puis Camille il va le faire plus en mode tricks, puis moi je le ferai plus en mode un peu enduriste. Donc, ça paraît presque, ça paraît vraiment naturel quand tu le dis, et ça me surprend qu'il y en a de plus en plus, et c'est vraiment cool. Et mais c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu jusque là, donc c'est vraiment bien, et ça a été aussi courageux parce qu'il y a des marques qui vous soutiennent, et je pense que c'est Focus en premier lieu qui a décidé de soutenir ça plutôt qu'une équipe de compétition, c'est ça ? C'est ça, donc c'est vrai que alors Focus, on a un super feeling, c'est vrai que c'est rigolo comme histoire, parce que quand je me suis un peu retrouvé donc début d'année à 2020 sans rien, j'ai eu pas mal de marques qui m'avaient contacté, mais c'était très tard pour construire quelque chose de constructif. Et c'est vrai que j'avais essayé le vélo Focus, mais ils n'étaient pas encore prêts à être full compète, et puis moi j'étais full compète, donc on n'avait pas un peu un discours qui collait, et on s'est dit peace and love, on reste en contact, et puis
Puis finalement, on s'est vite réécrit, et puis je leur ai vite parlé du projet d'avoir une équipe, mais un peu différent d'une équipe de compétition. Donc on s'est tout de suite vraiment bien entendu sur nos attentes et nos envies mutuelles, on va dire. Et je pense que ce que j'ai envie de faire et ce que eux ont envie de faire, ça colle très bien. Donc Focus a un bon partenaire avec lequel je pense qu'on va mettre des beaux projets ensemble, parce qu'il y a des nouveaux vélos qui arrivent. Vous allez rouler sur quoi ? Alors on va rouler sur des nouveaux enduro. Ok. Donc on a un modèle 150, un modèle 130. Je vais pas tout dévoiler. Tu peux pas tout dire, tu vas avoir des problèmes. Voilà, je peux pas tout dire. Mais c'est vrai que... Et vous allez rouler sur des vélos électriques aussi. Donc on a déjà commencé à rouler en électrique. On est tous en e-bike sur le lancement. Donc c'est rigolo parce que j'étais encore très... je suis un peu rustre, je suis un peu old school has-been là-dessus. Je suis le mec, oh non, e-bike, moi c'est mort, je veux pas en entendre parler. Il faut transpirer quand tu fais du vélo, faut se faire des sprints, faut se faire la couane, faut aller faire du dénive. Et en fait, ils m'ont foutu un e-bike entre les jambes, et puis là, je suis un peu le plus heureux, je vais avoir du mal à passer sur autre chose. Non, c'est cool parce que 2 fois plus de ride, 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de fun. Bon, voilà. Il y a une assistance électrique, mais c'est quand même, ça reste du vélo et t'en fais un peu plus qu'en temps normal, quoi. Donc on a tous des e-bikes, on aura tous un beau bike d'enduro, et puis on aura tous le actuel Sam Mulette qui peut se monter en 29, en 27, en double TDH ou enduro, voilà, un vélo à tout faire, mais je pense que tout le monde va le mettre avec une grosse DH en mode vélo bike park, mettre du shred. Ok. Et qu'est-ce qu'on va voir finalement du 404 Crew, nous, parce que là on a le projet de départ, c'est cool, vous allez bien vous amuser, mais qu'est-ce qu'on va voir nous ? Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on va avoir donc des gars qui tripent ensemble, et l'idée du projet, c'est un peu ce que j'ai toujours fait, c'est des voyages avec à la clé des voyages des petits retours médias, dans le sens où on va offrir des petits packages photos, des petits packages vidéo, puis on va essayer de faire voyager un peu les gens qui ont envie de nous suivre. Les gens qui n'ont pas envie de nous suivre, ils vont pas voyager avec nous. Ouais, mais l'idée c'est de retrouver un peu la base de gens qui t'ont soutenu avec le Rider 404 et que ça puisse leur plaire et continuer à les séduire, j'imagine. Donc alors il y a 2 choses. L'idée c'est donc qu'on puisse voyager, et qu'on puisse beaucoup voyager en France déjà, parce qu'on est un crew français et parce qu'on a des super potes en France. Il y a vraiment des coins merveilleux à rider qu'on met pas forcément en avant, donc on va essayer de le montrer. Déjà dans la première vidéo là, on est allé sur des spots classiques freeride, et je trouve ça cool de montrer les beaux spots qu'on a en France, parce que tout le monde rêve d'aller à l'étranger et puis oublie un peu les empreintes carbone, mais ça c'est un autre sujet d'actualité qu'on n'abordera pas, mais c'est vrai que c'est bien de voyager en France pour faire du vélo, ça c'est beau. Et ensuite, je crois qu'il y a une grosse communauté de gens qui ont suivi ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, qui ont voulu me voir courir l'an dernier, c'est pour ça qu'ils m'ont aidé, donc c'est pour ça que je vais pas non plus me couper avec le milieu de la compétition. Par contre, tous ces gens qui suivent aujourd'hui le projet Rider 404, qui ont envie de savoir ce que c'est, ce que ça va devenir, et qui ont envie de continuer à suivre l'aventure, tous ces gens, ils vont pouvoir participer, parce qu'en fait, j'estime que au fond de nous, on est tous un petit peu un Rider 404. Si t'es un simple rider passionné, si t'es un simple compétiteur, si t'es un pro rider, ou si t'es un gars qui a du cran, ou qui rêve juste de faire du vélo, ou qui rêve d'avoir un vélo, ou qui rêve de partager une journée de ride avec nous, ou qui rêve de partager une journée de ride avec un top rider, bah finalement t'es un Rider 404 parce que tu fais en sorte que les choses elles bougent. C'est ça un peu le Rider 404. Il y a une base communautaire. Ouais, vas-y. Non, vas-y, toi. Après toi. Bon, bref, c'est un projet communautaire, et comment est-ce qu'on peut faire partie et soutenir éventuellement le 404 Crew ? Donc on en est arrivé là. C'est là où tu voulais en venir ? C'est là où je voulais en venir. C'est vrai que l'an dernier, donc j'ai créé donc le maillot que t'as là. J'ai créé ce maillot. À l'audio, ça se voit assez mal. Bon, ceux qui regardent en vidéo, super, mais ils ont fait une petite ligne de fringues Rider 404 qui sont assez sympas. Donc, voilà. Et ça va plus loin, c'est ça ? Ouais, ça va plus loin, parce que cette petite ligne de vêtements que j'ai commencé à faire l'an dernier pour offrir et remercier les personnes qui m'ont soutenu, ben, il y a eu pas mal de demandes. Finalement, j'ai fait des photos sur Instagram, je les ai un peu mises en avant. Puis en fin d'année, j'ai commencé à en vendre 2-3, et puis... je pense que c'est un peu la faute à la demande massive qui fait que je me suis creusé la tête un peu plus que ça. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas faire profiter aux gens qui en veulent, de ne pas leur en apporter, de ne pas leur en avoir. Et
Donc il y a une vraie déclinaison de marque Rider 404 qui s'est faite pendant l'hiver. Donc ça a pris un peu des mois de boulot, mais on a une gamme casual, une gamme riding. Donc si on veut un t-shirt ou un maillot Rider 404, on peut. Si tu veux devenir un Rider 404, tu peux acheter un t-shirt. Si tu veux un bidon ou un pantalon Rider 404, est-ce que tu peux? Si tu veux un garde-boue ou des protège-mains Rider 404, tu peux. Ça c'est une belle promo que tu nous fais, Thomas. Félicitations. Non, tu peux aussi avoir des t-shirts à manches longues, du pull à capuche au pull col-rond. C'est une gamme très classique, très simple. Black and white à l'image du logo, à l'image d'une histoire un peu noire et sombre, mais d'une image aussi d'une histoire très éclaircie parce que la lumière est toujours au fond du tunnel. Ce podcast est sponsorisé par le Rider 404 et le 404 Pro. Retrouvez tous leurs produits sur la boutique Rider 404. Bon, trêve de déconnade, Thomas, il y a d'autres trucs dont tu as envie de nous parler sur le 404 Pro, ou tu crois qu'on a fait le tour des questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions et qu'on pourrait encore en discuter parce que moi, il n'y a aucun problème pour élargir et approfondir tous les sujets. Mais le gros du sujet est là. C'est vrai qu'on a une petite gamme de vêtements sympa. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez adhérer au projet et nous faire participer à nos voyages en achetant un petit maillot. Vous pouvez aussi simplement regarder nos vidéos sur le net si ça vous fait kiffer. Et puis si vous avez juste envie de nous tracher, c'est dans les commentaires. Et puis voilà, on n'aura plus qu'à lire. Allez, trachez le 404 Pro. En tout cas, je sais que de notre côté chez Vojo, on rigolera bien, même si on les aime beaucoup. En tout cas, c'est trop cool. C'est clair. On a hâte de vous voir en vidéo ou ailleurs. Moi, je suis curieux de voir aussi comment ça va marcher, quel va être le retour des communautés de VTTistes, s'ils sont preneurs de quelque chose d'autre que simplement la compétition. Je mets une pièce du côté oui. Okay. Et après, je suis pas à l'abri de me tromper, donc on verra bien. Ouais, on verra bien. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur et puis à tout vite. C'est gentil, merci pour tout. À tout vite sur les trails. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Ride.